Bonjour mes chers étudiants. D'abord, je me présente, je suis Antoine Iqbal, enseignant à l'Université de Béjaïa, faculté des sciences de la nature et de la vie. Je suis chargé de vous enseigner ce module, anglais scientifique et analyse d'articles et communication, au profit des étudiants de deuxième année master biochimie fondamentale, département BPC. Quand on évoque ce module d'anglais scientifique, on a souvent derrière la tête l'anglais académique, mais en réalité il s'agit surtout de comprendre des articles scientifiques, de pouvoir rédiger un article scientifique en utilisant l'anglais bien entendu, mais aussi de communiquer, de pouvoir communiquer oralement avec des personnes anglo-saxonnes, d'origine anglo-saxonne, dans le but de présenter ces résultats, par exemple, dans des séminaires et des rencontres scientifiques. Tout d'abord, nous allons voir une petite introduction relative à la présentation bibliographique. Vous savez que la bibliographie représente un aspect très important dans la rédaction scientifique et dans la communication en général. Par exemple, une page de garde de thèse de doctorat. Elle doit contenir un certain nombre d'éléments bibliographiques, comme vous pouvez le constater ici. D'abord, l'institution, l'identification de l'institution, vous pouvez constater ici l'Université de Béjaïa, la faculté, le département d'affiliation et le logo de l'université. Il s'agit par la suite de donner un certain nombre d'éléments relatifs au candidat qui va soutenir cette thèse de doctorat, donc le nom. Il s'agit d'un doctorat en sciences avec une filière et éventuellement une option. Ajoutez à cela l'intitulé précis de la thèse de doctorat, la date de soutenance et le jury qui va analyser, qui va examiner cette soutenance. Donc, bien entendu, nous avons un président du jury, un directeur de thèse et éventuellement un co-directeur de thèse quand il y a deux, et des examinateurs. Donc, tout ça représente une indication bibliographique, représente une référence bibliographique de cette thèse. Cette thèse, par la suite, une fois qu'elle est soutenue, elle est numérotée et archivée au niveau de la bibliothèque. Et par la suite, vous pouvez, en tant qu'étudiant ou enseignant, vous pouvez regarder cette thèse, vous pouvez la consulter comme on consulte un article bibliographique ou un article de recherche. Ces dernières années, au niveau de notre faculté par exemple, nous avons ajouté un autre élément en plus de ce que vous voyez ici et ce qu'on a vu dans la précédente diapo. Nous avons ajouté le logo du laboratoire de recherche d'affiliation, comme ici il s'agit du laboratoire de biochimie appliquée qui est localisé au niveau de la faculté des sciences de la nature et de la vie. Donc vous pouvez constater ici que nous avons approximativement les mêmes éléments. Vous pouvez regarder ici, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de date de soutenance parce que à ce moment-là, la soutenance n'a pas encore eu lieu, donc elle était programmée. Nous pouvons aussi avoir une soutenance d'une thèse de doctorat en co-tutelle. C'est ce qu'on appelle la co-tutelle de thèse de doctorat. Elle est organisée sous forme d'une convention entre deux universités,
L'une, comme ici, nous avons l'université de Béjaïa, et de l'autre côté, nous avons l'université de Lille en France. Donc, il est bien entendu mentionné sur la page de garde qu'il s'agit d'une thèse en co-tutelle. Le sujet de cette thèse peut être réalisé aussi bien ici qu'à l'université de Lille. Le jury de suppléance il est composé d'éléments ou bien de membres algériens et français ou d'ailleurs, mais qui émargent généralement soit à l'université de Béjaïa ou bien à l'université de Lille. Et c'est une thèse, dans ce cas, qui donne accès au diplôme de doctorat, qui est reconnu à la fois en Algérie et en France. Voici la particularité tout de même d'une thèse en co-tutelle par rapport à une thèse tout court. Et puis nous avons le mémoire de master et le mémoire de magistère aussi, c'est des pages de garde. Je vais commencer par le mémoire de magistère pour vous dire tout simplement que depuis quelques années, le mémoire de magistère, ou bien le diplôme de magistère, ou bien la formation donnant accès à l'obtention du diplôme de magistère est éteinte au niveau de notre faculté depuis un bon moment quand même. Et maintenant, on utilise donc dans le système LMD, après l'obtention du diplôme de licence, l'étudiant s'inscrit en deuxième cycle, c'est le master, et donc le mémoire de master aussi obéit à la même logique avec tous les éléments bibliographiques que vous constatez ici, à savoir l'affiliation générale, donc l'université, la faculté, le département, le laboratoire éventuellement. Il est mentionné mémoire de master dans la filière et dans l'option aussi qui doivent être indiquées avec la thématique abordée, les noms des concernés, donc ici il s'agit d'un bilan, et aussi le jury qui examine cette soutenance. Donc aussi il faut savoir que ça fait partie d'un canevas de rédaction des mémoires. Donc vous êtes censé connaître tout ça et mettre en place tous ces éléments pour identification, comme on identifie aussi les articles scientifiques, comme vous pouvez les constater dans cette diapo. Nous avons un article publié dans la revue Industrial Crops and Products. De ce côté, vous avez le logo de la revue, et de ce côté, vous avez le logo de la maison mère qui est Elsevier. C'est une grande maison d'édition qui s'occupe de la publication de plusieurs revues, non pas uniquement Industrial Crops and Products. Vous pouvez constater aussi dans cette page de garde certains éléments bibliographiques, à savoir la pagination, par exemple, le volume et les pages, le nom de la revue, le titre de l'article, le nom des auteurs et leur affiliation juste en bas. Donc l'affiliation ici, c'est l'adresse institutionnelle des auteurs. Donc s'il y a plusieurs auteurs, il va y avoir plusieurs affiliations, plusieurs adresses. Nous avons l'historique de l'article ici. Ce sont des indications qui font référence à la date d'envoi de l'article, quand l'auteur l'envoie à la revue. Nous avons la date de renvoi lorsque l'éditeur demande par exemple aux auteurs de réviser leur article, et éventuellement la date d'acceptation et la date de mise en ligne
aussi. Et regardez ici, homepage, c'est comment accéder d'une façon électronique, puisqu'il peut s'agir uniquement de ressources électroniques et que la version papier, il va falloir l'imprimer. Depuis quand même un bon moment, la version électronique est la plus indiquée. Et nous avons toujours sur la page de garde un abstract, un résumé de quelques dizaines, je dirais, de mots. On peut aller à 150, 200, 250, jusqu'à 300 mots, généralement pas plus de 300 mots. Là aussi, c'est un canevas. Il va falloir obéir à la logique et aux recommandations de la revue. Et puis, en bas, vous trouverez l'adresse du correspondant, c'est-à-dire si vous voulez, par exemple, obtenir cet article en version officielle, vous pouvez vous adresser à cet auteur et il va vous l'envoyer, bien entendu. Nous avons ici un autre exemple d'article. C'est un article que nous avons aussi nous-mêmes publié ici. Vous pouvez voir le nom des auteurs de la Faculté des sciences de la nature et de la vie, mais aussi des auteurs avec qui nous collaborons à l'étranger, d'où la nécessité de mettre, bien entendu, les adresses des deux parties. Ici, il s'agit du Journal of Food and Drug Analysis. Donc ça, c'est le logo de la revue. Et FDA, Food and Drug Administration, c'est le consortium qui publie un certain nombre de revues dans le module, dans comment dirais-je, dans la base de données Sciences Directes. Là aussi, vous pouvez taper Sciences Directes avec cette indication au niveau de Journal Homepage et vous pouvez avoir cet article qui est approximativement organisé de la même façon que le précédent, avec un intitulé, le nom d'auteur, ainsi de suite. Il arrive parfois dans les revues qu'il y ait des différences de présentation interne. Certaines revues, par exemple, juste après l'introduction, ils passent à la méthodologie. D'autres, juste après l'introduction, ils passent au résultat. Donc ça dépend comment la revue est canvatée. Et nous, lorsqu'on envoie un article pour publication, nous allons l'envoyer suivant les recommandations de cette revue. Dans cette partie que nous allons aborder bien sûr en détail par la suite, il s'agit de discuter la communication scientifique. La communication scientifique se décline en deux grandes parties. La communication orale, c'est tout ce qu'on fait d'une façon orale. C'est ce que je fais aujourd'hui, maintenant, devant vous. Je suis en train de communiquer oralement. Et on communique oralement pendant des conférences, par exemple, pendant des réunions, même des réunions qui ne sont pas scientifiques. Mais limitons-nous à l'aspect scientifique. Les réunions de laboratoire, par exemple, représentent un endroit privilégié pour communiquer oralement entre les différents chercheurs et les étudiants, les doctorants, les étudiants de master, sur les avancées au niveau du laboratoire, sur tout ce qui va se faire, sur tout ce qui s'est fait et sur l'interprétation des résultats éventuels. La communication écrite, il s'agit de ce qu'on a vu dans les diapos précédentes. Par exemple, un article scientifique, c'est une communication écrite. Produire un article, produire un mémoire, produire une thèse, produire un ouvrage, un livre ou un chapitre de livre,
des notes internes que nous rédigeons au niveau du laboratoire, par exemple, et surtout le cahier de laboratoire. On va voir que le cahier de laboratoire représente l'étape primordiale dans la rédaction scientifique et dans la communication écrite. On arrive par la suite à la rédaction de l'article scientifique. Cet article, il possède un certain nombre de caractéristiques. Comment présenter cet article? Les articles scientifiques, il y en a plusieurs types. Nous avons par exemple un article scientifique qu'on appelle un article de recherche. Dans ce cas, les auteurs ont réalisé des recherches primordiales au niveau du laboratoire. Ils ont trouvé des résultats, donc ils les ont compilés par la suite sous forme d'un article original. On l'appelle aussi un article original, puisque la recherche ou les résultats de cette recherche sont nouveaux. Et l'article est compilé sous forme éventuellement d'introduction, matériel et méthode, résultats et discussion. Donc il doit y avoir un chapitre dédié à la partie matériel et méthode, dans laquelle on explique le matériel et les méthodes utilisées en détail, de façon qu'on assure la reproductibilité de la recherche et des résultats. On peut aussi avoir des articles de revue. On reviendra bien entendu sur tous ces aspects. Il y a aussi la structuration et le style de l'article scientifique. La structuration, je le disais tout à l'heure, nous devons obéir comment dirais-je, nous devons obéir aux instructions, aux auteurs qui sont édictés par la revue elle-même, et donc nous devons rédiger notre article suivant des exigences bien particulières d'une revue à une autre. Elles peuvent être différentes dans ce cas. Et puis on arrive à la soumission de cet article. Lorsque nous avons décidé de rédiger un article parce que nous avons des résultats, nous avons regardé le site web de la revue, nous avons bien compris les exigences de la revue, comment rédiger notre article, comment le présenter. Nous devons aussi chercher certains aspects liés à la revue. Le choix de la revue est quelque chose de très très important. On ne publie pas ces résultats dans n'importe quelle revue. Il va falloir publier dans une revue spécialisée. Si on a on est biochimiste par exemple, on va chercher une revue qui s'intéresse aux aspects biochimiques de cette recherche. On ne va pas aller publier dans une revue qui est plutôt vers la physiologie. Non pas que la revue de physiologie est mauvaise, mais notre recherche n'est pas adaptée à ce type de revue. D'abord, on peut essuyer un refus parce que la revue va nous dire que votre recherche n'est pas adaptée, ou bien ils pourraient l'accepter parce qu'ils vont juger que c'est plus ou moins acceptable, mais par la suite, notre recherche passe inaperçue, elle n'est pas lue, elle n'est pas consultée, elle n'est pas citée. Donc, ce serait quand même un gâchis de ne pas choisir une revue appropriée. Il y a aussi le facteur d'impact de la revue. Est-ce que cette revue dispose d'une notoriété internationale? Est-ce qu'elle est consultée? Combien de fois elle est consultée? Combien de téléchargements il y a des articles de cette revue? Tout ça représente des indications fort intéressantes concernant la revue.
Nous avons aussi le caractère payant ou non de la revue. Je dois vous avouer quand même, notamment pour vous, les doctorants ou les étudiants de master qui accéderont éventuellement à la formation doctorale par voie de concours, que l'université de Béjaïa, et donc notre faculté, n'accepte pas d'articles publiés dans des revues payantes pour la soutenance du diplôme de la thèse de doctorat. Donc vous devez publier dans une revue gratuitement. Donc il y a des revues, certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. Elles sont bonnes toutes les deux. Elles ont plus leur aspect positif et négatif toutes les deux. Mais nous, à l'université, donc nous avons une exigence. L'une de ces exigences, c'est bien celle-là. Et puis, il y a le processus de soumission. Nous allons soumettre l'article en ligne, étape par étape. Il y a des étapes à suivre. Et nous allons soumettre toutes les caractéristiques de cet article, y compris les mots-clés, le résumé, l'intitulé de l'article, le nom des noms d'auteurs, leur affiliation, et tout le corps de l'article, tout l'article en entier, y compris les tableaux, les figures, les images, en tout cas, tout ce qui accompagne l'article au complet. Et une fois qu'il est soumis, nous pouvons suivre notre article durant le processus de révision, par exemple, d'acceptation ou éventuellement de rejet. Nous arrivons à une autre partie dédiée à l'analyse des articles, à l'analyse scientifique. Dans cette partie, il nous est demandé de prendre un article qui est déjà publié, de le lire, de le comprendre et de l'analyser. J'ai fait exprès ici de mettre lecture primaire, puis lecture critique et analyse. La lecture primaire permet une lecture générale pour juste avoir une idée globale de l'article en question. Et la deuxième lecture, c'est celle qui est plus profonde, plus sérieuse, qui va nous permettre de comprendre le fond et le raisonnement scientifique des auteurs avant, pendant et après la rédaction de leur article, et comment ils l'ont présenté, quelle est l'idée principale, comment les idées tournent autour de l'idée principale, comment ils ont mené les expériences, quels sont les résultats obtenus, est-ce qu'il y a une cohérence entre les résultats et la méthodologie, est-ce que les résultats sont originaux, ainsi de suite. Tout ça représente l'analyse d'un article, et bien entendu, pour vous, il vous sera demandé à un certain moment d'analyser un article et de le présenter oralement, et de faire une présentation orale. Et exactement l'objet de cette diapo, la communication orale, c'est un ensemble. Soit vous avez un seul article à présenter, soit vous avez plusieurs articles qui tournent autour de la même thématique, soit vous avez réalisé des travaux au laboratoire que vous voulez présenter, par exemple, au cours d'un séminaire, d'une rencontre scientifique quelconque. Donc vous devez d'abord préparer un résumé. Préparer un résumé de vos travaux, et ce résumé doit être conforme au cahier de charge, il doit être conforme aux exigences des organisateurs de ce séminaire. Ils vous diront par exemple, le résumé doit contenir au maximum 200 mots. Il va vous indiquer la police d'écriture, les marges, l'interligne, ainsi de suite.
et donc vous envoyez votre résumé, et une fois qu'il est accepté, donc vous allez recevoir une acceptation. Cette acceptation peut être pour présenter oralement, donc c'est une présentation orale qui va durer pas moins de 10 minutes, et parfois jusqu'à 45 minutes lorsqu'il s'agit d'une présentation en plénière, c'est-à-dire un speech quand même qui est très important, généralement qui est réservé aux professeurs de renommée, il est réservé aux présentations scientifiques de qualité, pour avoir le droit de présenter pendant 30 à 45 minutes. Sinon, c'est un poster que vous allez présenter en 90 secondes, en 3 minutes, pas plus. Dans le meilleur des cas, on offre 5 minutes pour certains posters sélectionnés. Donc, la présentation orale du poster, elle est limitée parce que, aussi, il faut dire qu'il y a plusieurs posters qui sont acceptés en même temps. Donc, vous préparez aussi le support visuel, parce que même si c'est un poster, vous allez le préparer et le mettre dans une version imprimée, par exemple, et vous allez exposer oralement le juge. Et cet exposé, donc, peut ne durer que une poignée de secondes, c'est-à-dire 90 secondes, c'est le minimum, 3 minutes c'est le maximum, et dans des cas rares, on nous offre 5 minutes. Voilà, j'arrive au terme de cette première présentation générale, dans laquelle j'ai voulu vous donner d'abord un aperçu général sur ce module, pour vous expliquer par la suite les différents aspects que nous avons évoqués maintenant, c'est-à-dire notamment nous allons nous attarder à l'analyse de l'article, comment l'analyser, la rédaction et la communication. Notamment, je vous demanderai par la suite de communiquer oralement et de préférence en anglais. Voilà, j'arrive donc au terme de cette première séance et je vous remercie pour votre attention.